Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Citoyens, que Dieu vous bénisse. Je vous renouvelle ma promesse de résister là où mes devoirs m'appellent à résister et de me battre là où mes principes me requièrent de me battre. Que Dieu vous protège et protège l'Égypte pour nous et après nous. Dans la mémoire de millions d'Arabes, d'Africains et des peuples du tiers-monde en général, il symbolisait à la fois la lutte pour la décolonisation, le panarabisme, mais également le rejet des deux blocs, Est-Ouest, qui divisaient le monde pendant la guerre froide. C'est avec lui que l'armée a accédé au pouvoir en Égypte. Gamal Abdel Nasser, le raïs égyptien. Sur la côte anglaise, ce sont 783 personnes évacuées, dont 460 enfants qui reviennent du canal de Suez. Une fois que l'armée décida d'évacuer la zone du canal, le SS Atlantis, en partance de la Nouvelle-Zélande pour l'Angleterre, fut ordonné d'emmener les réfugiés en sûreté. Aujourd'hui, ils disent au revoir à l'infirmerie du navire et bonjour à notre Angleterre froide et venteuse. En ce début d'année 1952, l'Égypte est traversée par un vent de révolte suscité par la décision du Premier ministre Nahas Pacha d'abroger unilatéralement le traité de 1936 qui permettait à l'armée britannique de stationner sur place pour protéger le canal de Suez et ses rives. Bien qu'il l'ait fait pour redorer l'image de son parti, le WAFT, les populations ont adhéré à ce choix qui a rapidement servi de cadre pour les manifestations nationalistes en faveur du départ du colonisateur britannique. Les manifestations se multiplient à travers le pays et le gouvernement ne se hâte pas singulièrement pour y mettre un terme. Certains membres de la police y participent d'ailleurs. Une milice non officielle qui a pour cible essentielle le colonisateur anglais. Centurion tanks, armored cars of the Royal Dragoons and men of the Lancashire Fusiliers prepare to attack Egyptian police headquarters. Des tanks et des voitures armées appartenant aux troupes royales ainsi que des soldats de l'armée de terre s'apprêtent à attaquer le QG de la police égyptienne. Une demande de capitulation vient d'être rejetée et les deux camps commencent à se tirer l'un sur l'autre. Un nombre important de policiers appartenant à la garde auxiliaire a pris part par le passé à des activités terroristes. Seule une reprise en main du pays par la Grande-Bretagne peut restaurer l'ordre. Un des bâtiments du QG est en feu et menacé par des tanks. Les soldats pénètrent à l'intérieur par un mur en briques béant. Un officier britannique et 12 soldats sont blessés durant la bataille. 3 soldats trouvent la mort. Une demande de reddition est une nouvelle fois ignorée et la bataille s'intensifie alors que le gouvernement égyptien ordonne à la police de résister. Malgré cette résistance féroce, les soldats s'emparent maintenant de points stratégiques. Très rapidement, de nombreux prisonniers sont capturés. En tout, ils sont près de 800. Moins d'une centaine d'entre eux faisant réellement partie de la police. Mal entraînés, indisciplinés et facilement déstabilisés, ces auxiliaires de police étaient une menace constante pour nos hommes et la ville. Peu de temps après avoir réalisé l'ampleur des dégâts, le roi Farouk révoqua son gouvernement. 41 policiers furent tués pendant la bataille à cause de la démence de leurs supérieurs. Cette large quantité d'armes et de munitions, plus que n'importe quelle force de police pourrait avoir besoin, prouve que ces hommes étaient une menace. On dénombre près de 600 pistolets et fusils. L'action entreprise fut drastique, mais elle était nécessaire. Dans ce climat de manifestation, d'affrontement, de violence, Gamal Abdel Nasser et les officiers libres dont il est l'un des leaders s'emploient surtout à mobiliser les masses pour affaiblir le gouvernement, mais également à affiner leurs projets. Ils veulent renverser le régime. Seulement, leur complot n'est plus tout à fait secret pour le roi Farouk, surtout depuis qu'ils ont essayé d'assassiner l'officier Hussein Seri Amer, qui a été nommé à la tête du club des officiers par le monarque. Il faut donc agir vite s'il ne veut pas être arrêté avec ses complices, avec ses frères d'armes. Mai 1952.
Nasser apprend par une indiscrétion, par un renseignement venu du palais, que le roi Farouk connaît bien les noms des officiers appartenant à son mouvement et leurs projets en préparation, leur idée de coup d'État, et qu'il se prépare à les arrêter. Il faut tout de suite passer à l'action. Il faut en finir avec cette tension, ne pas être pris et embastillé dans cette période trouble. Il charge alors Zakaria Mohyuddin de préparer le renversement de la monarchie avec des troupes loyales à leur mouvement. On ne peut plus attendre la date initialement fixée. Il sait que le nouveau ministre de l'Intérieur, Mortada El Maraghi, est décidé à frapper le premier. Rendez-vous est pris. La date arrêtée. « 22 juillet 1952. Mis au courant d'une réunion d'officiers qui va nommer un ministre de la guerre chargé d'épurer l'armée et de leur imminente arrestation, les officiers libres décident de passer aussitôt à l'action. Vers 23h, tandis que les chars de Hussein El-Chafé et Sarwa Okasha investissent les points clés de la ville, Nasser, Amer et Sadiq investissent au terme d'une courte fusillade le bâtiment du quartier général. Les mutins prennent rapidement le contrôle des bâtiments officiels, des commissariats, des états-majors et des stations de radio du Caire. Il faut dire qu'afin d'éviter l'intervention étrangère, Nasser avait informé les gouvernements britanniques et américains de ses intentions 2 jours auparavant et avait obtenu d'eux l'assurance qu'il ne volerait pas au secours du roi Farouk. En revanche, Nasser les avait assurés qu'il laisserait le monarque quitter l'Égypte dans la dignité. Cette nuit donc, leur opération se déroule sans accroc majeur. Anwar el-Sadat faisait partie des officiers libres et avait sa mission cette nuit-là. Je suis allé chez le Premier ministre pour lui délivrer l'ultimatum. Il était choqué, croyez-moi, parce qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'on allait défier le roi. Il n'avait aucune idée. Il était choqué. Il m'a reçu comme ça. Êtes-vous assez puissant? Je lui ai dit oui. Allez le délivrer au roi. Il doit partir à 6h ce soir. Le roi va l'être tout autant, puisqu'au petit matin du 23 juillet 1952, les officiers libres s'emparent de l'office de la radiodiffusion pour transmettre le communiqué suivant. L'Égypte a traversé une période critique de son histoire récente, marquée par la subordination, la corruption et l'instabilité. Tous ces facteurs se sont largement répercutés sur l'armée, menant à sa défaite lors de la guerre de Palestine. Quant à la période post-guerre, les éléments de la corruption se sont conjugués et les complots se sont noués contre l'armée, qui a été dirigée soit par un ignorant, soit par un corrompu, jusqu'à ce que l'Égypte soit devenue sans armée pour la défendre. Nous avons ainsi purifié l'armée et des hommes dignes de confiance se sont chargés de la direction des affaires. Il est certain que toute l'Égypte accueillera cette nouvelle avec grande joie. J'assure au peuple égyptien que toute l'armée œuvre aujourd'hui pour le bien de la nation, conformément à la Constitution, mais avec un désintéressement total. Quant aux ressortissants étrangers, elle assure la sécurité des personnes, de leurs intérêts et de leurs biens, et s'en porte personnellement garante. Que Dieu nous aide. Depuis le Caire nous viennent les premières images du coup d'État non violent par lequel l'armée a pris le contrôle de l'Égypte. Le coup a mis un terme aux tentatives du roi de rester au pouvoir. Pour la plupart des Égyptiens, la présence des troupes dans les rues fut la première indication du changement. La station de radio fut ensuite capturée et il fut annoncé que le commandant en chef général Naguib, que le roi Farouk avait refusé de nommer Premier ministre, avait pris le pouvoir. L'armée fut ensuite ordonnée de surveiller des zones stratégiques. Le but annoncé de ce coup d'État, mettre un terme à la corruption. En préparant et en organisant clandestinement la révolution, les membres du Conseil, les officiers libres qui se caractérisent tous par leur jeune âge, avaient décidé de présenter au peuple un leader en dehors d'eux. Leur choix s'est arrêté sur le général Mohamed Naguib, qui jouissait, contrairement aux généraux de cette ère, d'une bonne réputation et était connu pour son incorruptibilité. 2 mois avant la Révolution, ils lui ont communiqué leur choix et il l'a accepté. Suite à un appel téléphonique de la part du ministre de la guerre de l'époque, Mortada El Maraghi, lui annonçant l'éclatement de la Révolution, il s'est dirigé au quartier général et s'est réuni avec les officiers après leur prise du pouvoir. Même si le chef d'orchestre, le vrai organisateur de ce putsch est Nasser, c'est Naguib qui est présenté comme le chef du mouvement.
La corruption sévit à tous les niveaux de l'État et de l'administration. Elle nuit à l'image de l'Égypte à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle menace le peuple égyptien dans son développement, sa croissance et sa sécurité. Nous avons réussi, grâce à Dieu et avec le soutien du peuple, à éliminer un pilier important de la corruption. Nous nous sommes débarrassés d'une élite irresponsables, de traîtres qui, en raison des postes qu'ils occupaient, ont privilégié leurs intérêts personnels et leurs ambitions à ceux du pays. Je termine cette allocution en demandant au peuple de rester calme, de faire confiance en l'avenir et aux hommes de la patrie, que chaque individu fasse son devoir et qu'il prenne ses responsabilités, qu'il coopère avec nous dans la lutte contre la corruption, que l'on reste unis pour atteindre ce but. Dieu ne pourra changer les hommes que s'ils commencent à se changer eux-mêmes. 3 jours après le putsch contre la monarchie, c'est-à-dire le 26 juillet 1952, le roi Farouk quitte l'Égypte après avoir abdiqué en faveur de son fils Fouad, âgé de seulement 6 mois. Nasser a fortement œuvré pour qu'il ne soit pas arrêté. Parmi les officiers libres, certains comme Gamal Salem souhaitaient l'envoyer devant un peloton d'exécution. À 18h, le roi monte à bord de son yacht, le Maroussa. Naguib et quelques officiers lui font leurs adieux. Le 27 juillet, bien qu'il ne soit pas celui qui est présenté en public comme le père de cette révolution, Gamal Abdel Nasser est réélu dans leur groupe chef du comité fondateur des officiers libres. Le Caire est calme. Après les grands événements des mois derniers, l'Égypte prend un nouveau départ. Notre envoyé spécial nous en donne aujourd'hui ce sensationnel reportage. Le départ de Farouk a laissé vide d'immenses palais. Au Caire, le palais d'Abdin aligne ses innombrables salons où l'or éclate sur tous les murs et sur tous les meubles. L'ex-roi, au moment du départ, n'a pu emporter du palais d'Abdin, où il n'est pas revenu, les trésors qu'il contenait. On regarde aujourd'hui avec curiosité sa chambre luxueuse et sa salle de bain, où la baignoire était à l'échelle du monarque. On compte avec étonnement, alignés dans les tiroirs et les vitrines, les multiples services de table d'argent et d'or massif. On reste ébloui devant ces multitudes d'assiettes d'or, ces cristaux gravés d'or, ces coupes d'or, tout cet or qui s'étale et s'accumule et dont la masse la plus considérable est ce plateau de 80 kilos dont le métal seul vaut 40 millions. À Alexandrie, le palais de Montaza s'entoure de parcs luxueux où l'ex-roi faisait élever pour les tirer à l'aise des troupeaux de gazelles. Tout près, le palais de Ras El Tin se dresse au milieu des jardins qui mènent au port privé où l'ex-roi s'embarqua sur le yacht Maroussia, aujourd'hui revenu au port. Reste d'un passé sur lequel tombe le voile de l'oubli, l'Égypte d'hier. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est Naguib qui vit dans une modeste villa des environs du Caire au milieu de ses 3 fils. Hier, simple général, il occupe la première place de l'actualité égyptienne depuis le coup d'État qu'il prépara au cercle des officiers, dans ce salon où l'on montre aujourd'hui le fauteuil qu'il occupait le jour fatidique. Son mouvement, appuyé d'abord sur l'armée, a naturellement placé l'armée au premier plan, et Naguib est aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse militaire. Mais au quartier général, où il travaille 18 heures par jour, Naguib voit plus large. Sa révolution ne veut pas être un simple putsch. Il veut en faire, comme il le dit lui-même, le début d'une Égypte nouvelle. Je suis heureux de pouvoir, par l'intermédiaire des actualités françaises, saluer le peuple français. Je sais tout l'intérêt qu'il porte au grand mouvement de réforme dans mon pays. Le succès de ces mouvements n'est pas dû à la seule action de l'armée, mais aussi à l'encouragement du peuple tout entier. La première tâche entreprise, et sans doute la plus urgente, est la solution du problème agraire. Jusqu'ici, une majorité de fellahs travaillait sur d'immenses domaines appartenant à une sorte de féodalité de l'argent. Une refonte des grands domaines s'impose. Une population pauvre vit le long de ce Nil qui fait la richesse de l'Égypte depuis les pharaons. Il faut donner l'aisance à ce peuple d'indigents. Naguib réussira-t-il à transformer l'Égypte? Sera-t-il le Kemal Atatürk de la terre d'Isis?
L'avenir le dira. Gamal Abdel Nasser. There were 6 principles to put an end to colonialism. Il y avait 6 principes afin de mettre fin au colonialisme, au féodalisme, à la corruption et à l'exploitation par le capitalisme. Aussitôt les nouvelles autorités égyptiennes installées, elles annoncent la couleur sur la question du canal de Suez, qui avait été le déclencheur de la crise après l'abrogation du traité de 1936. Les officiers ne reculent pas sur la question comme le fait tout de suite comprendre le ministre de l'Orientation nationale. Tient absolument à recouvrer sa liberté et sa souveraineté complète. Elle remplira ses obligations internationales en ce qui concerne la protection du canal de Suez, conformément aux traités internationaux. Elle fera tout ce qui en son pouvoir pour que ces réseaux vitaux soient au service de la collectivité. L'Égypte désire ardemment coopérer avec le monde pour le maintien de la paix, surtout qu'elle se trouve placée à la tête d'un bloc important dans cette région vitale, le Moyen-Orient. Les officiers libres vont rencontrer quelques difficultés pour tout de suite mettre en œuvre leurs principes, leurs projets en 6 points. Les rapports sont loin d'être chaleureux avec l'ancienne classe politique. Ali Maher, le Premier ministre, qui avait timidement accepté le départ du roi, comme le mentionnait tout à l'heure Anwar el-Sadat, s'oppose au principal projet de Nasser, la réforme agraire qui est pour lui la priorité absolue. Il n'est pas non plus pressé d'épurer le parti Wafd comme le lui ont exigé les officiers libres. Ali Maher est écarté et c'est le général Naguib lui-même qui se voit confier le poste de Premier ministre. Dès le mois de septembre 1952, malgré les réticences de certains membres du Conseil de la Révolution, Nasser va lancer sa réforme agraire. Il s'agit de procéder à une redistribution des terres. Jusqu'à cette date, la propriété agricole était dominée par des exploitations de type capitaliste. 280 propriétaires se partageaient près de 60 000 fedans. Un fedan correspond à peu près 4 200 mètres carrés, alors que plus de 2 300 000 petites propriétés ne dépassaient pas 2 fedans. Cette réforme va limiter là leur possession à 200 fedans maximum. Il s'agit aussi de pousser les grands propriétaires à investir leur capital dans l'industrie nationale. 18 juin 1953, les officiers libres proclament la République, mettant terme à la monarchie en Égypte. Ils nomment Mohamed Naguib président, outre le poste de Premier ministre qu'il occupait depuis le 7 septembre 1952. Quant à Nasser, il remplit les premières fonctions publiques en tant que vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du gouvernement formé après la proclamation de la République. Le mois suivant, Nasser démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur. C'est Zakaria Mouyedine qui prend sa place. Mais Nasser conserve le poste de vice-premier ministre. Les officiers libres, devant les blocages que multiplient les partis politiques, décident au mois de décembre 1952 la dissolution des partis et se donnent 3 ans pour créer de nouvelles institutions. Mais, curieusement, les frères musulmans sont épargnés dans cette mesure. Et pourtant, très vite, les tensions vont naître comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de ce magazine. Au sein même du Conseil de la Révolution, ce n'est plus vraiment la grande entente. Des velléités d'émancipation de certains chefs menacent l'homogénéité, la stabilité même du groupe des officiers. La suite de la série d'archives d'Afrique spéciale Gamal Abdel Nasser dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Bonjour. Les archives d'Afrique
Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. There were 6 principles to put an end to colonialism. Il y avait 6 principes afin de mettre fin au colonialisme, au féodalisme, à la corruption et à l'exploitation par le capitalisme. Après avoir renversé avec ses camarades d'armes la monarchie à la tête de l'Égypte et instauré la République, Gamal Abdel Nasser et les officiers libres doivent, dans cette seconde moitié de l'année 1952, prendre en main les destinées de leur peuple, encore sous la domination britannique. Même si les officiers libres ont choisi d'installer dans le fauteuil présidentiel le général Naguib, qui jouit d'un grand prestige dans le pays, c'est le Conseil révolutionnaire qui gouverne. Et il en est le président. Le poste de vice-premier ministre qu'il occupe ne traduit pas la réalité de son pouvoir. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Gamal Abdel Nasser. Février 1953. Le nouveau gouvernement égyptien adresse une note à la Grande-Bretagne pour lui faire savoir que la décision de Londres de garder présentes des troupes britanniques dans la zone du canal est inutile. Il ajoute habilement qu'il est inutile pour les Alliés de garder présentes ici des troupes qui pourraient lui être utiles sur d'autres terrains, en Malaisie, en Corée ou autres. Ces négociations vont aboutir au retrait des troupes anglaises. C'est Nasser qui a mené les négociations. Les rues sont remplies d'une foule acclamant le colonel Nasser, le premier ministre égyptien qui revient d'une visite d'Alexandrie. C'est dans cette ville qu'un jeune homme a tiré 8 balles sur Nasser alors qu'il faisait un discours. Le premier ministre n'a pas été touché, mais 2 de ses proches ont été blessés. Nasser s'est déclaré immédiatement sain et sauf et a ajouté qu'il était prêt à mourir pour l'Égypte. Ces remarques l'élèvent encore un peu plus dans l'opinion publique, les Égyptiens le considérant comme un héros. Si Naguib est aimé, celui qui dirige, c'est Nasser. C'est lui qui fixe les grandes orientations du Conseil de la Révolution. À la gare centrale du Caire, le président yougoslave Tito est accueilli par le colonel Nasser, le premier ministre égyptien. Avec la frontière Est toute proche, cette rencontre entre les deux nations est loin d'être uniquement un événement formel. Le colonel Nasser remet l'ordre du Nil au maréchal au palais présidentiel. Les 2 leaders se déclarent tous 2 opposés à l'idée de rejoindre l'un des 2 blocs. C'est une décision importante. La neutralité est devenue le rêve de nombre de petites nations. Janvier 1953. Devant le peu d'entrain des partis politiques à accompagner la révolution, Gamal Abdel Nasser décide d'interdire les partis politiques. Il les dissout tous et crée un mouvement unique, le Rassemblement de la Libération. Il en est le secrétaire général. Il regroupe les associations soutenant le Conseil de la Révolution. Cette décision de supprimer les partis va tout de même épargner les frères musulmans. En réalité, en cette année 1953, si en public les officiers libres ou du moins le Conseil de la Révolution affiche son unité, en interne, les relations ne sont plus aussi cordiales. Une sourde rivalité divise désormais les officiers qui ont renversé la monarchie. Elle oppose surtout Nasser, que les étudiants de gauche surnomment le colonel Jimmy en raison de ses amitiés américaines alors notoires, au général Naguib qui jouit d'une plus grande popularité. Contrairement à Nasser qui, avec ses airs graves et sa rigueur d'instituteur, de moniteur manque d'humour, lui est plutôt jovial. Il a certes pris la révolution en marche, mais il est populaire et il souhaite user de cette notoriété. Pour Naguib, l'armée n'est qu'un levier. Elle doit remettre les institutions sur les rails et se retirer pour laisser la place aux civils dont c'est le métier. Pour Gamal Abdel Nasser, en revanche, il n'est pas question de redonner le pouvoir à une classe politique totalement pourrie. Pour lui, seuls les jeunes officiers sont capables de maintenir une certaine pureté et de nettoyer l'État. Le général Naguib va tenter de s'imposer, va réclamer le droit de veto au sein du Conseil de la Révolution. Mais il est mis en minorité au sein du Conseil. Il démissionne. Seulement, certains officiers de gauche, partisans eux aussi du retour aux casernes, vont le ramener au pouvoir.
Pendant 6 semaines, le pouvoir bégaie, balbutie, change de main. Nasser fait jouer le sens corporatiste des officiers, en appel aux ouvriers et syndicats. Il utilise également la force. Sous la pression des membres du Conseil, Nasser va accepter de lever l'interdiction des partis politiques. Mais ce scrutin sera reporté sine die. Au printemps 1954, c'est la rupture entre les deux hommes, lorsque Naguib commence à montrer son indépendance vis-à-vis de Nasser en se distançant de la réforme agraire et en se rapprochant du parti Waft et des frères musulmans. Nasser s'est résolu à le renverser. Le 24 février 1954, Naguib annonce sa démission à la suite d'une réunion du Conseil révolutionnaire, 2 jours plus tôt. Nasser accepte sa démission et le place en résidence surveillée, tandis que le Conseil le nomme président du comité et Premier ministre. Mais Naguib, en vieux renard, s'était néanmoins préparé à cette éventualité et une unité de cavalerie se mutine alors pour demander la restauration de Naguib et la dissolution du Conseil de la Révolution, le RCC. Alors qu'il se trouve à l'état-major pour exiger la fin de la mutinerie, Nasser est finalement contraint de reculer. Le retour de Naguib va malgré tout être retardé jusqu'au 4 mars, ce qui permet à Nasser de nommer Amer à la tête des forces armées. Le 5 mars, les forces de sécurité de Nasser arrêtent des milliers de participants au soulèvement de 1952. Dans un stratagème pour rassembler l'opposition au retour à la situation pré-révolutionnaire, le Conseil décrète la fin des restrictions sur les partis de la période monarchique et le retrait des officiers libres de la politique. Les bénéficiaires de la Révolution, comme les ouvriers, les paysans et les artisans, s'opposent ainsi à ces décrets. 1 million de travailleurs se mettent en grève et des millions de paysans entrent au Caire pour protester à la fin du mois de mars. Naguib envisage de réprimer les manifestations par la force, mais ces demandes sont refusées par les forces de sécurité. Le 29 mars 1953, Nasser annonce triomphalement l'annulation des décrets en réponse aux demandes de la rue. Le général est mis sous résidence surveillée. « 26 octobre 1954. On célèbre le départ des Anglais. On a signé un accord quelques jours plus tôt qui exige leur départ de la zone du canal de Suez. Certains, notamment les frères musulmans, reprochent à Nasser d'avoir fait trop de concessions, de n'avoir pas fait mieux que l'ancien Premier ministre Nahas Pacha, puisqu'il a cédé notamment sur la possibilité laissée aux Britanniques de réactiver la base de Tel el-Kébir en cas d'agression d'un pays étranger à la région contre un État arabe. Mais la plus importante critique porte sur le fait que la Turquie y est incluse, une clause qui, dans cette période de guerre froide, vise l'Union soviétique. Mais ce 26 octobre 1954, ils sont des milliers à avoir effectué le déplacement pour célébrer ce départ des Anglais avec Nasser. Un meeting en direct d'Alexandrie, radiodiffusé. C'est un Nasser galvanisé par ce monde enthousiaste qui entame son discours. Huit coups de feu sont partis des premiers rangs. 8 coups de feu en direction du Raïs. Dans un premier temps, c'est la confusion. Puis presque aussitôt, Nasser reprend la parole. Endiablé, il improvise un appel au peuple égyptien. Que chacun reste à sa place. Ô homme, ô homme. Ma vie ne m'appartient pas. Elle est offerte à la patrie. Ô homme libre, ô homme libre. Le tireur Mahmoud Abdelatif, un membre des frères musulmans, est rapidement maîtrisé. Gamal Abdel Nasser. En 1954, les frères musulmans ont tenté de casser la révolution. Ils servaient ainsi les Anglais qui étaient présents dans notre pays. Nous avions conclu un accord sur leur départ, qui se fera sur une période de 20 mois. Mais ils ont essayé de commettre des assassinats. Ils ont essayé de m'assassiner, moi. Mais nous avons pu les neutraliser. Et le peuple, pendant ces jours, le peuple les a découverts, il les a reconnus et il les a bannis. Après, on leur a laissé une nouvelle chance. Mais ils ne l'ont pas saisie. En cette fin d'année 1954, la guerre est bien déclarée cette fois-ci contre les frères musulmans. Nasser ne veut plus prendre de gants. 6 d'entre eux sont condamnés par le tribunal du peuple, dont l'un des présidents n'est autre que Anwar el-Sadat, futur président de l'Égypte. L'association des frères musulmans est dissoute quelques jours plus tard, le 29 octobre 1954. Gamal Abdel Nasser raconte.
Les partis sont dissous. Nous sommes entrés en conflit avec le Parti des Frères musulmans. Pendant 4 ans, il y a eu 1954 et 1953. Les Frères musulmans, à cette époque, ont tenté d'influer sur la probabilité de la révolution, se présentant comme garants de la révolution. Nous étions en désaccord. Ils nous ont déclaré la guerre. Ils nous ont tiré dessus. Le 26 octobre 1954, à Alexandrie, le conflit a commencé. Et nous avons arrêté des membres du Parti des Frères musulmans, des terroristes. Ils ont été jugés. En 1954, nous négocions l'évacuation des Anglais. Et dans le même temps, les Frères musulmans tenaient des réunions secrètes avec des membres de l'ambassade britannique, leur disant « Nous réussirons à nous emparer du pouvoir, nous allons faire ceci et nous allons faire cela ». Ils ont négocié ensemble. Le Parti des Frères musulmans, à ce moment-là, ne représentait d'aucune façon le sentiment du peuple égyptien. Le leader du Parti des Frères musulmans, du temps où nous combattions sur le canal de Suez, a été questionné. « Quelle est votre position sur la guerre du canal de Suez ?» Il a dit « La situation est plus large. Pour vous, l'intérêt en Égypte, c'est de combattre le canal. Mais pour nous, c'est de mener le combat dans d'autres pays. » Voici l'affaire des Frères musulmans. Un discours totalement ombré et vague. Un discours d'échange commercial. En 1953, nous voulions vraiment, honnêtement, collaborer avec les Frères musulmans pour qu'ils avancent dans le droit chemin. J'ai rencontré le conseiller général des Frères musulmans. Il a présenté ses demandes. Il a demandé quoi? D'abord, m'a-t-il dit, il faut que tu imposes le voile en Égypte et que tu ordonnes à chaque femme de se voiler quand elle sort dans la rue. À chaque femme dans la rue. Et moi, je lui ai répondu que c'était revenir à l'époque où la religion gouvernait et où on ne laissait sortir les femmes qu'à la nuit tombée. Moi, à mon avis, chacun est libre de ses choix. Il me répondit, non, c'est à toi de décider en tant que gouverneur responsable. Je lui ai répondu, monsieur, vous avez une fille à la faculté de médecine et elle ne porte pas le voile. Pourquoi nous ne le disons pas? Si vous n'arrivez pas à faire porter, le voile à une fille qui de plus est la vôtre, comment voulez-vous que je le fasse porter à 10 millions de femmes égyptiennes? Ensuite, la femme ne travaille pas. Selon moi, la femme, quand elle travaille, nous la protégeons des menaces, de l'accident et de la pauvreté. Nous connaissons tous le cas d'une malade, sans soutien et sans argent. Chacun de nous voit ça au quotidien. Donc, le travail est une protection pour la femme, et empêcher la femme de travailler, et l'empêcher est contre son intérêt. Nous libérons vraiment la femme par le travail. Après ça, il me demande de fermer les théâtres, les cinémas. C'est l'obscurité totale, quoi. Avec cette guerre déclarée contre les Frères musulmans, les choses se compliquent pour le général Naguib qui avait une sympathie pour eux. General Naguib, one-time strongman of Egypt, leaves Abdin Palace, having been relieved of the presidency. Le général Naguib, un temps un homme puissant en Égypte, quitte le palais présidentiel après avoir été déchu de la présidence. Naguib, l'homme qui mena la révolte contre Farouk, avait déjà perdu le même poste il y a 9 mois quand son rival, le colonel Nasser, prit le pouvoir. Mais grâce à l'appui des officiers, Naguib redevint président. Il semble que cette fois-ci, il a été démis de ses fonctions pour de bon. Pendant ce temps, Mahmoud Abdel Latif est jugé pour la tentative d'assassinat du colonel Nasser.
L'homme est un membre des Frères musulmans, l'organisation dont le QG a été réduit en cendres par une foule en colère. On dit que Naguib aurait collaboré avec les Frères musulmans dont le but est de destituer Nasser. Certains membres sont actuellement en prison. D'après le Cairo Report, ces hommes comptaient assassiner les proches de Nasser et, avec Naguib, prendre le contrôle du pays. Le colonel Nasser est maintenant plus puissant que jamais. L'arrestation de Naguib l'a installé encore plus confortablement au pouvoir. Naguib, par contre, ne sera pas jugé et son futur est des plus incertains. En cette fin d'année, cet attentat d'Alexandrie semble avoir offert l'occasion à Nasser de se débarrasser définitivement à la fois des Frères musulmans, mais également de son rival, le général Naguib. Mais va-t-il le laisser faire cette fois-ci? Les officiers favorables au Big Bashi, comme l'appellent affectueusement ses compatriotes, vont-ils apporter leur soutien au vieux ou au colonel? Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Gamal Abdel Nasser. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site des RFI ou sur l'application Archives d'Afrique que vous pouvez télécharger gratuitement sur iTunes ou sur Google Play. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Adresse